Bien le bonsoir, l'actualité de ce samedi 4 janvier 2020, dominée par cette journée du nettoiement au Sénégal. Le chef de l'État, qui en est l'initiateur, souhaite vivement la pérennisation de ce Clean Day pour lutter contre l'insalubrité. L'arrestation d'une quinzaine de jeunes à Mbebes a maculé la journée. Des membres du mouvement Mbebes Dégage qui ont barré la route au Ben à ordures. Ils exigent la fermeture définitive de la décharge. Prise en charge des urgences, le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure les populations. Abdoulaye Diouf Sarr annonce des mesures d'accompagnement pour la correction des dysfonctionnements relevés dans le secteur. L'article de la semaine, l'article donc de cette première semaine de 2020 est signé Mohamed Gueye du journal Le Quotidien, l'éditorialiste et directeur de publication, donc intitule son article « Année impaire, président, racontez-nous votre rêve ». Nous le retrouvons en fin de journal avec El Hadj Malick Cissé qui allait à sa rencontre. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Interpellation d'une quinzaine de membres du mouvement Mbebes Dégage, des jeunes qui ont tenté de barrer la route au Ben à ordures. Ils réclament la fermeture définitive de la décharge dont ils sont riverains. Ils ont choisi cette journée de nettoiement instituée par le chef de l'État pour poser leur acte. Mamadou Lamine Fati était sur place. Finalement, ils ont mis leurs menaces à exécution. Les membres du mouvement Mbebes Dégage se sont manifestés pour barrer la route aux camions d'ordures. 15 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Aujourd'hui, depuis ce matin, à partir de 7 h, on s'est donné rendez-vous devant la décharge pour montrer notre mécontentement vis-à-vis de ce que le président avait dit depuis son prestation de serment, qu'aujourd'hui, à partir de 4, sera une date symbolique pour sensibiliser tous les Sénégalais pour le nettoiement. Mais nous, on s'est dit que depuis le 14, depuis bien même avant le 14, nous déplorons la situation de Mbebes. Mais on a constaté que depuis ce temps, le président de la République ne nous a pas répondu. Le président de la République ne nous a pas donné l'oreille. C'est pour cela qu'on s'est dit aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous pour manifester cette date aussi symbolique. Le mouvement Mbebes Dégage ne veut qu'une seule chose, la libération de leurs camarades arrêtés. On est là pour réclamer les libérations immédiatement. Une quinzaine de personnes, à savoir le coordinateur Malcolm, le trésorier, le secrétaire et d'autres membres ont été arrêtés par la police. Comme l'a dit précédemment mon camarade, on ne combat pas l'acte de nettoyer, mais là où on le met. Parce que depuis longtemps, on ne peut pas concevoir toute la population, tout Dakar ou tout le Sénégal nettoyer et déverser en Mbebes. Nous, où est notre part? Nous, où est notre hygiène? Où est notre santé? Nous déplorons cette situation depuis très fort longtemps. Mbebes est là depuis 58 ans. Ça, nous le déplorons. Il faut que l'État prenne ses responsabilités pour fermer cette décharge. La fermeture définitive de la décharge est aujourd'hui la seule exigence du mouvement Mbebes Dégage. Pendant ce temps, le président de la République donnait le la de la journée du nettoiement pour tout au Sénégal, mais pour un Sénégal propre, des villages aux grandes villes. Macky Sall a mis la main à la pâte à Mermoz, son quartier. Il a tenu à préciser que la démarche était purement citoyenne. Son souhait, sa pérennisation. Augustin Mandang et Omar Kane. C'est ici, à Mermoz, que le président de la République a donné le premier coup de balai. Ses voisins de Mermoz vont suivre ce premier geste. Mermoz puis jet d'eau, où le président de la République a précisé que le Cleaning Day est une activité transpartisane qui doit être pérennisée. Il ne s'agit pas d'une activité politique, mais les politiques de tous les bords, les citoyens, les associations se sont mobilisées. Je voudrais vous rendre tous hommage et vous remercier. C'est ce que je cherchais
en instituant cette journée nationale de la propreté. Il s'agit maintenant, mes chers concitoyens, de pérenniser cette activité, d'entretenir les endroits désencombrés, de les aménager et de faire en sorte que notre capitale, que notre pays soit un espace de vie propre, favorable, n'est-ce pas, à l'épanouissement des citoyens. La journée nationale du nettoiement, le premier samedi de chaque mois. Les Sénégalais apprécient l'initiative tout en appelant les autorités à veiller au suivi. Nous avons commencé à nettoyer depuis très longtemps, comme vous le voyez. Mais le fait que le président de la République lui-même s'y met va faciliter les autres à s'y mettre eux aussi. Nous ne devions même pas attendre le président de la République pour nettoyer nos quartiers. En tout cas, ici, nous nettoyons tous les jours les parages. Et nous allons continuer. Maintenant, il reste le suivi. Après jet d'eau, cap sur la place de l'Indépendance, où le chef de l'État Macky Sall s'est désolé de la vétusté des bâtiments qui entourent la place. Le maire de Dakar appelle les citoyens à s'approprier la journée nationale du nettoiement et demande aux autorités de sanctionner. J'en appelle encore à la conscience citoyenne. Je vous donne un exemple. Ici sur la place, nous avions mis 8 poubelles, les grosses poubelles vertes là, qui accompagnent la voirie. Que la BOAD a financé. Ils ont volé les 5. Il y a des choses inadmissibles. Nous devons arrêter. Ça suffit maintenant. Et je pense qu'il est le temps maintenant de prendre des sanctions. Je l'ai déjà dit, on m'a critiqué, mais je le répète, il faut sanctionner. Une mobilisation humaine impressionnante partout où le président de la République est passé. Les journalistes ont dû se surpasser pour faire correctement leur travail. Rendez-vous est pris le samedi 1er février 2020. Yoff a répondu à l'appel. Les habitants du village traditionnel se sont réveillés avec une forte mobilisation pour nettoyer leur commune. C'était en présence de leur maire, Abdoulaye Diouf Sarr, Moussa Fall et El Hadj Malick Cissé étaient sur place également. L'appel du chef de l'État contre l'insalubrité et l'occupation anarchique de la voie publique a eu un écho favorable à Yoff. Et c'est le maire de la commune qui a donné le la. Je me réjouis aujourd'hui que Yoff s'est mobilisé comme un seul homme pour engager ce travail. En tout cas, au niveau de Yoff, vous me verrez chaque premier samedi pour être devant les troupes, entrer effectivement dans les quartiers pour voir si le dispositif est bien en place et évaluer au fur et à mesure. Mais le premier moyen d'évaluation, ça va être les populations. Les populations sénégalaises vont se rendre compte de manière progressive que notre pays est en train véritablement de prendre le pli de la propreté. Les populations de Yoff sont sorties massivement en cette journée nationale du nettoiement. Un seul mot d'ordre, zéro déchet. Nous avons commencé par mobiliser, comme aujourd'hui le chef de l'État le veut, tous les quartiers du village. Et l'expérience la plus récente était celle qui était le nettoiement du littoral, qui s'est juste déroulé il y a quelques mois. Donc c'est juste pour dire que la tradition de nettoiement est bien ancrée dans ce village. Et si vous voyez, même maintenant dans les quartiers, les femmes s'organisent les lundis et les jeudis pour tamiser les rues. Donc cet appel du chef de l'État trouve un écho très favorable dans ce village. Yoff, une commune qui fait déjà de la propreté une priorité. Outre l'élan volontaire, 256 agents sont mobilisés tous les jours. Ils sont organisés en comité de gestion. Comme quoi, l'opération Set Setal est une tradition dans la commune. Je pense que ça, c'est l'occasion pour toutes les collectivités locales quand même de saisir cette opportunité et de nettoyer à fond leur périmètre communal. Et je pense, comme l'a demandé le président de la République, nous, on était déjà sur cette ligne. On a toujours mis l'accent sur quand même la propreté de notre périmètre communal. Les populations de Yoff étaient très engagées en cette journée mensuelle du nettoiement. Le défi majeur reste la pérennisation.
Ici, c'est le maire de Yoff, par ailleurs ministre de la Santé et de l'Action sociale, a rassuré les populations au sujet de la prise en charge des urgences. La mesure sera encadrée, accompagnée, mais surtout suivie, affirme-t-il. Il indique que l'État ne ménagera aucun effort pour corriger les dysfonctionnements relevés dans le secteur de la santé globalement. Abdoulaye Diouf Sarr. J'ai entendu effectivement l'ordre des médecins se réjouir de la mesure en disant que c'est une bonne mesure. Mais il faut un dispositif d'accompagnement, il faut l'accompagner, il faut absolument l'encadrer, il faut absolument le suivre. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Une mesure, quelle que soit la mesure, doit être encadrée, doit être suivie, doit être accompagnée. Le plus important, c'est que la mise en œuvre de cette mesure nécessitera un suivi permanent de l'autorité, un suivi permanent des structures chargées de sa mise en œuvre. Je crois que c'est le plus important. Je n'ai pas entendu en tout cas un partenaire dans le système de santé rejeter cette circulaire. Au contraire, on en a discuté, chacun a donné son point de vue, chacun a donné ses craintes, chacun a donné ses suggestions de mise en œuvre. Et je crois que c'est ça qui est important parce que, encore une fois, il n'y a pas de système parfait dans l'absolu. Il faut toujours prendre en charge, bien sûr, une décision et essayer de voir les zones de dysfonctionnement éventuelles et essayer de les corriger. C'est cette philosophie-là que nous avons du management et je suis persuadé que cette mesure-là sera appliquée par l'ensemble des personnels de santé parce que ce sont des personnels qui croient au système de santé, ce sont des personnels extrêmement valeureux, ce sont des personnels consciencieux, ce sont des personnels de très grande qualité. Cette mesure-là est leur mesure et je suis persuadé qu'ils vont s'engager à la mise en œuvre de la mesure. Tout autre chose, les conducteurs de gros porteurs qui se lavent à grande eau, des camions fous, sont souvent incriminés dans des accidents mortels. C'est dans ce contexte que le président de la République a instruit le ministre de tutelle pour justement revisiter la réglementation qui régit cette catégorie. Comment cette instruction qui émane du dernier Conseil des ministres a été accueillie sur le terrain, pour ne pas dire sur les routes? Moussa Fall et Babacar Dieng. Nous sommes à Nord-Foire, dans le garage des camions. Des montagnes de sable et gravats sont déposées ça et là. Des pelles mécaniques chargent les véhicules venus faire le plein. Les chauffeurs, eux, discutent sous les tentes. Les conducteurs de gros porteurs installés dans ce garage refutent toute implication dans les accidents de la circulation. Les gens ne font que parler. Dès qu'un gros porteur fait un accident, tout le monde se met à parler. Mais la majeure partie des accidents sont causés par des véhicules particuliers. VFI, lui, déclare que certains accidents sont causés par une erreur d'appréciation des conducteurs de véhicules particuliers. Ils se disent que les camions ne roulent pas trop vite et qu'ils peuvent facilement les devancer, alors que c'est faux. C'est pourquoi les gros porteurs les percutent souvent. Abdoulaye Mbeng, lui, indexe les débutants qui, selon lui, ne savent pas comment rouler en face d'un gros porteur. Les débutants ne font même pas attention aux gros porteurs. Ils roulent comme ils veulent. Pour remédier à cela, Mbeng estime qu'il faut revoir les conditions d'obtention du permis de conduire. Il faut donner les véhicules aux grands conducteurs, mais pas aux jeunes à peine âgés de 16 ou 17 ans qui font comme bon leur semble sur la route. Cependant, les conducteurs de gros porteurs que nous avons trouvés au parc de Nord-Foire approuvent la décision du chef de l'État qui consiste à revoir la réglementation de la circulation des gros porteurs pour éviter les accidents de la circulation. Un tour au marché pour jeter un coup d'œil sur le panier de la ménagère. À Tilène, vendeurs et acheteurs tombent d'accord sur un fait, c'est la cherté du coût de la vie. Explication, un pouvoir d'achat qui, à leurs yeux, baisse de jour en jour. Cheikh Ougay et Mamadou Bipa Sissoko. Un marchandage entre une vendeuse et sa cliente. Une scène qui rythme le quotidien au marché Tilène. Elle voulait que je lui vende un poisson qui coûte 1500 francs à 700 francs. Ça m'arrange pas, c'est une vente à perte. Installée entre les étals de poissons, cette vendeuse estime que la conjoncture actuelle a un grand impact sur sa marchandise. Tout est cher dans ce pays, l'eau, l'électricité et j'en passe. Donc c'est normal que le prix des poissons augmente.
car les pêcheurs aussi doivent faire du profit. Ce qui n'est pas le cas de Ngueï Sall. Pour cette habitante de Yoff, l'augmentation du prix dans d'autres secteurs comme l'électricité par exemple n'influe pas sur ces prix. Non, ça n'a rien à voir, mais il faut qu'on paye l'eau et l'électricité avec cet argent. Donc on rend grâce à Dieu. Quant aux clients, ils viennent petit à petit, mais moi j'ai déjà presque écoulé toute la marchandise que j'avais. Mais la cherté est quand même un fait. Tout est cher dans ce marché. Ça se ressent encore plus à cause de la cherté de l'eau et de l'électricité, raison pour laquelle on a un budget très serré. Depuis la fin de l'année 2019 et le début de celle-ci, la hausse du prix de l'électricité et la possible hausse de celui de l'eau alimentent l'actualité. Un fait qui pourrait avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Yoff Djamalay, 145 couples se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Une idée originale du fondateur de la confrérie laïenne, Seydina Limamoulaye Mahdi. Mariage collectif pour combattre la gabégie dans les cérémonies et lutter contre le refus basé sur des castes de certaines unions. Rentrée politique ce samedi du PASTEF, le terrain de Sacré-Cœur 3 sur la VDN a accueilli la cérémonie. Le parti de Ousmane Sonko qui à l'occasion souffle sur ses 6 bougies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Suivez ce récit de Boubacar Dieng. Au moins 14 civils, dont des élèves qui revenaient de vacances, ont été tués par une explosion ce samedi dans le nord-ouest du Burkina Faso. Ces personnes sont mortes lorsque leur véhicule de transport en commun a sauté sur un engin artisanal sur l'axe Toéni-Tougan dans la province de Saourou, frontalière du Mali. Le bilan provisoire fait aussi état de 4 blessés graves qui sont pris en charge. Après le Burkina Faso, nous nous rendons en Guinée-Bissau. La pilule est encore difficile à avaler pour les militants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC. C'est toujours un grand déballage chez les partisans de Domingos Simões Pereira. Les posters géants qui étaient visibles partout dans les rues de Bissau ont été décrochés et un silence de cathédrale règne au siège du PAIGC. Pour certains militants très remontés contre Domingos Simões Pereira, il ne fait aucun doute que les moyens financiers et logistiques colossaux dont dispose le PAIGC ont été indûment utilisés. Le Parlement éthiopien a voté une nouvelle loi antiterroriste. Ce nouveau texte remplace un document vieux d'une dizaine d'années et très critiqué par les défenseurs des droits de l'homme qui accusaient l'ancien régime de l'utiliser comme outil de pression. Force est de constater qu'avec la nouvelle loi adoptée par le Parlement, des avancées importantes sont notées par les défenseurs des droits de l'homme. Ces points positifs concernent le passage qui est considéré comme terroriste, tout rassemblement perturbant les services publics. D'ailleurs, l'ancien pouvoir avait utilisé cet extrait pour casser les manifestations. Désormais, si les perturbations ont été le fait d'une manifestation légale ou d'une grève, ça ne sera pas considéré comme un crime. Année impaire, président, racontez-nous votre rêve. C'est le titre de l'éditorial du journal Le Quotidien du 31 décembre 2019, donc du 31 décembre dernier, fin de l'année. L'auteur Mohamed Gueye, par ailleurs directeur de publication du journal, a abordé dans l'édito beaucoup de questions, beaucoup d'aspects, notamment l'emploi des jeunes, l'économie, les institutions, entre autres. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall sont allés à sa rencontre. Regardez.
Rétrospective 2019, année impaire, titre accompagné d'un éditorial intitulé « Président, racontez-nous votre rêve ». Une exclamation qui se justifie. Année impaire, vous avez vu que c'est fait exprès, nous avons mis impaire avec S. Parce qu'on n'a pas accordé l'impair avec année. En fait, on a voulu jouer sur le double sens, comme on le fait souvent. En fait, 2019 est une année impaire, d'abord en elle-même, mais ensuite c'est une année où il y a eu beaucoup de problèmes. Ce sont ces problèmes que nous appelons les impairs. Il y a eu l'histoire de Bougazeli, il y a eu les trafics de drogue, il y a eu les morts, les assassinats, il y a eu l'histoire d'Aliou Sall, le meurtre et tout. Nous voulions aussi que le président sorte des sentiers battus. Nous ne voulions pas que, comme les années habituelles, le président vienne nous présenter son bilan, raconte le nombre de kilomètres de routes qu'il a réalisés, le nombre d'hôpitaux que les gens ont bâtis. C'est des choses que les gens ont entendues des années et des années. Depuis bientôt 8 ans que le président est au pouvoir, on entend les mêmes choses. Et on s'est dit, le peuple sénégalais ne voit pas de changement dans le fond. Parce que, pourquoi j'ai dit que le peuple sénégalais ne voit pas de changement? Les gens continuent à protester. Le président, quand il est venu au pouvoir, il avait promis de l'emploi aux jeunes. Le problème de l'emploi aux jeunes continue de se poser. Ce que nous voulons, c'est un chef d'État qui impulse. C'est ce que le quotidien lui demande. Quel est votre rêve du Sénégal? Dans son édito, le directeur des publications du journal Le Quotidien est préoccupé aussi par ce qu'il qualifie de fragilisation des institutions en lieu et place d'institutions qui doivent être fortes. Le fait que les gens lui posent la question à savoir si le président hésite et qu'il pourrait remettre le poste de Premier ministre pose le problème de l'instabilité institutionnelle. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons, c'est des institutions que tout le monde reconnaît, qui sont assez fortes, qui puissent, subsister aux dirigeants. Que ce ne soit pas les dirigeants qui fassent que les institutions sont fortes ou pas. Aujourd'hui, on nous a mis un article 80 comme un peu, une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui veulent protester aujourd'hui contre le pouvoir. Parce qu'on s'est dit qu'on a besoin de faire peur aux gens pour qu'ils respectent la loi ou qui respecte les institutions. On devrait pouvoir aller au-delà. Le peuple a besoin de pain, mais il a surtout besoin d'espoir. Et c'est maintenant qu'il faut absolument agir, n'est-ce pas Mohamed? Toutes nos espérances se condensent en la personne qui est au pouvoir. C'est-à-dire maintenant, nous avons des espérances que nous lui demandons de porter à un certain niveau. Peut-être qu'il ne va pas tout réaliser, mais il va au moins entamer. Donc c'est ça notre espoir. Alors, quel est le secret du journal Le Quotidien avec ses titrailles magiques? Le secret du journal ne réside pas en une personne, contrairement à ce que beaucoup de gens qui s'intéressent au quotidien pensent. Le quotidien est un journal, est un produit collectif, collégial. On le produit ensemble. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont travaillé avec nous, qui ont commencé l'esprit du quotidien, dont certains ont pensé que certaines de ces personnes, quand elles partiraient, le quotidien changerait de forme. Mais moi, je peux vous garantir que même moi qui suis aujourd'hui à la tête de ce journal, le jour où je partirai, le quotidien restera. Parce que c'est une manière de travailler dont je pense que même les jeunes qui viennent aujourd'hui travailler avec nous continuent de le perpétuer et l'adoptent et l'assimilent. Ce qui fait que ça n'appartient pas à quelqu'un. Ça n'appartient à... C'est un travail collégial.
Malick Cissé, merci. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, IR avec Mamadou Bipa Sissoko. Juste après, il nous inspire. Compilation avec le professeur Eladj Songué Diouf à 21h. Ibrahim Kamara vous propose Sénéwood. Et puis, Sénéwood qui sera suivi d'un concert de Adiouza. Bonne soirée sur ITV. Vous retrouvez Adama Anouchkaba ce dimanche pour le 19h45 dominical. Bonne soirée sur ITV.